Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et on s'attaque à une équipe belge aujourd'hui, c'est la Soudal Quick-Step, l'équipe de Remco Evenepoel. Eh bien, on va voir les gros changements pour cette formation en 2025. On parlera de l'effectif, de retour sur la saison 2024 ou encore du nouveau maillot également de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu en 2024, qui vous allez suivre en 2025. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos. On rappelle qu'en ce moment, on va avoir également demain le début du Tour de Under, débrief sur le Tour de Under, débrief encore du biathlon, débrief du Vendée Globe et la présentation des équipes World Tour, Pro Team et également les équipes françaises en continental. Bon, la Soudal Quick-Step, pas le plus gros budget du peloton, la Soudal Quick-Step, mais un budget qui marche bien. On est aux alentours de 30 millions d'euros selon le site Ladbrokes en 2024. Donc c'est un budget, je dirais, médium supérieur du côté de cette Soudal Quick-Step. C'est-à-dire qu'on est un peu au-dessus de la moyenne, mais on est loin des Armada, UAE, Red Bull, voilà, je pense à Visma également ou à Ineos. Mais quand tu regardes la saison d'Ineos et la saison de la Quick-Step, tu te dis qu'il y a peut-être 15 millions d'euros entre les deux, mais que les 15 millions d'euros, ils n'ont pas dû être bien investis du côté de Ineos. La Soudal Quick-Step qui va attaquer sa première année sans Patrick Lefevere. Ça, c'est aussi le changement. Alors, je pense que Patrick Lefevere, ça lui a coûté très cher quand même l'idée de fusion avec Ineos qui ne s'est pas faite. Je pense qu'il y a eu ça. On sentait quand même qu'il voulait déjà un peu se débarrasser de l'équipe à ce moment-là parce que c'était lui qui avait pris la décision dans un hall d'aéroport de faire cette fusion. C'était lui qui avait eu l'idée. Je ne sais pas si l'autre patron tchèque de l'équipe était vraiment content de ça. Et puis on sentait qu'il voulait peut-être passer à autre chose. Je pense aussi que ses propos, peut-être sur Julien Alaphilippe, et le fait à la fin de perdre Julien Alaphilippe, alors que Julien Alaphilippe a peut-être fait sa meilleure saison depuis 3 ans, mais aussi le fait d'avoir perdu beaucoup de coureurs suite à la fusion. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de coureurs et beaucoup de bons coureurs à l'époque. Je pense Badjoli par exemple. Ça a été une grosse perte pour eux. Je pense qu'au bout d'un moment, ça a joué. Peut-être aussi qu'ils commençaient, que les sponsors commençaient à pousser aussi peut-être pour qu'ils partent. Patrick Lefevere, qu'ils en avaient un petit peu marre de ses sorties assez régulières dans la presse. Bon, il a décidé de quitter l'équipe. C'est quand même, pour le mec qui reprend derrière, ça va pas être simple. Patrick Lefevere, il a créé la Quick-Step. Il était déjà là à l'époque de la Maped, mais c'est lui qui avait créé l'entité Quick-Step après la fusion avec la Domo Farm Frites. Quand il y avait eu la Lotto qui avait, on va dire, fusionné avec la Quick-Step. Alors ça a toujours été une période un petit peu compliquée parce qu'il y avait la Domo Farm Frites d'un côté, la Maped de l'autre. Mais quand il a créé Quick-Step en 2003, enfin quand il a créé cette structure-là en 2003, hein, grosso modo, qui se basait quand même sur les restes de la Maped, eh bien c'est lui qui était El Patron. Il est resté El Patron pendant plus de 20 ans. Donc celui qui va reprendre derrière, en termes de structure, l'héritage n'est pas simple. Tu as l'héritage Quick-Step, tu as l'héritage Maped aussi un petit peu, donc c'est un héritage qui est lourd. Dans un monde dans le cyclisme qui se transforme avec des budgets de plus en plus élevés, c'est pas évident. Mais la dernière saison a plutôt été pas mauvaise. C'est vrai que si on revient sur la saison 2024 de cette formation, certes, on a eu un très grand Remco Evenepoel, un très bon Tim Merlier, donc ça a apporté beaucoup de résultats à l'équipe.
Mais il ne faudrait pas négliger Landa, il ne faudrait pas négliger Paul Magnier non plus. Il ne faudrait pas négliger Jan Hirt aussi, qui a eu quelques résultats avec cette formation. Alors certes, c'est moins... cette équipe-là, à une époque, vous aviez, allez, je dirais sur 30 coureurs, il y en avait plus de 20 qui étaient d'excellents coureurs. C'est plus le cas forcément aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des coureurs peut-être un peu moins forts qui sont dans l'effectif. Mais je dirais qu'on a quand même des coureurs de haut niveau. Et on voit que sur l'effectif 2025, on va y revenir, mais il y a des belles arrivées quand même dans cet effectif qui sont intrigantes et intéressantes. Mais du côté de cette formation en 2024, alors c'est marrant parce que elle a moins gagné que les années précédentes, mais je trouve qu'elle a mieux gagné. C'est-à-dire que pour moi, la saison 2024 de la Quick Step, eh bien, j'ai préféré la saison 2024 à la saison 2023. J'ai préféré parce que, certes, on a eu un Remco Evenepoel déjà à un très bon niveau, qu'on a eu un Landa à un très haut niveau, mais qu'on a eu aussi du très bon Tim Merlier. Et à part les Flandriennes, qui restent encore une fois l'échec de la saison, parce qu'à part Neukereux et De Panne, c'est vrai que ça a été compliqué, on va dire, sur ces classiques-là. Mais je dirais que au bout d'un moment, tu peux plus être présent sur tous les terrains non plus. Avec un budget de 30 millions d'euros, ça devient plus compliqué. Donc, je pense qu'ils ont délaissé les classiques flandriennes. Le problème, c'est que je trouve que ça fait que depuis 3-4 mois qu'ils l'assument vraiment. C'est-à-dire que je trouve que pendant très longtemps, ils l'ont délaissé. Ils ont délaissé ces classiques flandriennes, mais qui mettaient toujours la pression sur les coureurs. Et je trouve que là, ça fait depuis 2-3 mois où ils disent oui, bah on peut plus être présent sur tous les terrains. Mais c'était des propos qu'on n'entendait pas qu'on n'entendait pas l'année dernière, par exemple. Alors qu'on voyait bien que les résultats ne fonctionnaient plus. Là, je crois qu'ils assument vraiment maintenant le fait qu'ils visent plutôt les grands tours. Et que quand tu vises les grands tours, c'est plus compliqué d'être présent sur tous les terrains, où après, il faut avoir un énorme budget, comme UAE, comme Visma, comme Red Bull. Mais quand tu as 20 millions d'euros de moins, c'est plus compliqué à faire d'être présent partout. Ou après, il faut avoir la pépite qui soit très polyvalente. Sauf que Remco Evenepoel, bah sur les pavés, c'est pas ça. Enfin, il s'est jamais lancé, même sur les pavés. Mais parce que quand tu vois l'étape qu'il fait sur les chemins blancs, tu te dis, bon, un jour ça va peut-être le titiller, Remco Evenepoel. Mais oui, ils ont été hyper dominateurs pendant 15 ans, 20 ans sur ces courses-là. On va dire jusqu'en quasiment 2020, ils ont été hyper dominateurs. Bon, depuis, c'est plus compliqué parce que déjà Alpecin a maintenant la meilleure équipe et la référence, donc a rattrapé son retard. Et puis encore une fois, parce qu'il y a eu l'arrivée de Remco Evenepoel et que tu as beaucoup misé sur Asgreen et que ça ne l'a pas fait. C'est aussi une des raisons. Et que tu as beaucoup misé sur Alaphilippe et que Alaphilippe a eu des petites chutes, des petits problèmes à chaque fois sur ces courses-là. Et que tu ne l'as pas mis en confiance non plus. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident à gérer. Mais oui, je trouve la saison 2024 plus réussie parce que pour moi, sur les grosses courses, ils ont été très 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 présents. Que ça soit encore une fois sur les grandes classiques d'un jour ou sur les courses par étapes, ils ont été là. Et pour moi, ils peuvent être vraiment satisfaits de leur année. En gros, ils ont été dans le top 10 des 3 grands tours. Hirt top 8. Pareil pour Landa sur la Vuelta et le Tour de France avec la 3e et la 5e place. Peu d'équipes au final peuvent se tarir d'avoir des coureurs qui ont été dans le top 10 des 3 grands tours. Eux, ils ont réussi à faire ça. Et en plus, il y a les Jeux Olympiques, le Tour de Lombardie. Donc ils ont peut-être moins gagné. Mais pour moi, il y a eu des plus grandes victoires. Et sur les objectifs, ils ne se sont pas ratés. Il y avait des objectifs clairs, précis, ils ne se sont pas ratés. Le seul raté pour moi, c'est les Flandriennes. Mais encore une fois, les Flandriennes, tu sais que c'est plus leur priorité aujourd'hui. Donc, ce qui est triste, c'est qu'ils aient mis beaucoup de temps avant de l'assumer. Maintenant, ils l'assument un peu plus. Même si, bon, ils disent que Paul Magnier, c'est le nouveau Tom Boonen. Mais voilà, ils essayent de l'assumer un peu plus, je trouve.
On regarde les victoires. Alors, les victoires comptées selon Pro Cycling Stats, il y en a seulement 34, auxquelles on rajoute en fait 8 victoires avec des coureurs qui ce jour-là n'avaient pas le maillot de la Quick Step. Ça commence avec William Junior Le Cerf sur le Tour du Rwanda, l'étape numéro 4. Je vois même qu'on ne doit plus l'appeler William. Je sais pas, parce qu'il n'y a plus que Junior Le Cerf. Je sais pas, il veut plus qu'on l'appelle William, peut-être. La course de la paix, la deuxième étape pour Paul Magnier. Le Baby Giro, étape 2, étape 4 également pour Paul Magnier. Les Jeux Olympiques avec le chrono et la course sur route du côté de Remco Evenepoel. Tim Merlier, les championnats d'Europe et championnats du monde de chrono pour Remco Evenepoel. À ces 8 victoires, on en rajoute donc 34. Avec le trophée Ocès Salines pour Paul Magnier. Tim Merlier qui a remporté l'étape 3 et l'étape 4 du Alula Tour. La Figuera Champions Classic pour Remco Evenepoel, Paul Magnier, la troisième étape du Tour d'Oman. Le Tour d'Algarve, l'étape 4, le chrono et le général pour Remco Evenepoel. L'UAE Tour, étape 1, 4-6 pour Tim Merlier. Paris-Nice, étape 8 pour Remco Evenepoel. Nokere-Corse pour Tim Merlier pour la troisième fois. Scheldeprijs, là également Tim Merlier. Étape 3, 12, 18 et 21 pour Tim Merlier sur le Giro. Non, pas l'étape 12, pardon, l'étape 12 c'était Julien Alaphilippe, je disais bien qu'il y en avait 3 normalement. Les 4 jours de Dunkerque, l'étape 4 pour Waré Van Geluwe, qui avait fait un gros numéro ce jour-là. La quatrième étape du Critérium du Dauphiné pour Remco Evenepoel. Yves Lampaert qui a remporté le chrono inaugural du Tour de Suisse. Étape 2 et étape 5 du Tour de Belgique pour Tim Merlier. Étape 3 du Tour de Slovaquie pour Julien Alaphilippe. Remco Evenepoel qui a remporté l'étape 7 du Tour de France. Étape 1 et étape 4 du Tour de République tchèque. L'étape 1 pour Lamperti, l'étape 4 pour Alaphilippe. Tim Merlier avec l'étape 5 pour le Tour de Pologne. Paul Magnier qui a remporté l'étape 1, 4 et 5 du Tour de Grande-Bretagne. Mauri van Zevenand pour l'étape 3 du Tour de Luxembourg. Le Kampioenschap van Vlaanderen pour Tim Merlier. Le Alphasun Goike Prize Lotto pour Tim Merlier également. Et puis la deuxième étape des Great Tour of Ganzi pour Warre Van Geluwe. Ce qui fait donc un total de 34 victoires. Donc c'est moins qu'en 2023, on est à 55 victoires. Et même si on rajoute les 8 encore une fois de concurrents qui n'avaient pas le maillot, eh bien ça ne fait toujours pas 55. C'est moins qu'en 2022 et qu'en 2021. En fait, si on regarde aussi peu de victoires, il faut remonter à 2011, à l'époque où il y avait eu seulement 8 victoires en 2011 dans cette formation qui à l'époque s'appelait Quick Step Cycling Team avec Tom Boonen, Marc Demar, mais c'est vrai que, et encore c'était les championnats de Curaçao pour Marc Demar, mais il y a eu que 8 victoires à l'époque. Mais c'était une phase de transition entre la période Omega Pharma et la période originelle, on va dire, de la Quick Step, notamment Quick Step David Amon. Mais voilà, il faut remonter vraiment à très longtemps au final pour avoir aussi peu de victoires. Et pourtant, je trouve que c'est une meilleure saison que cette période-là où je trouve que voilà, il y a eu plus de victoires et ça a été plus constant dans les résultats. Du côté de la Quick Step, avec 34 victoires, et bien ça la classe quand même troisième au niveau du classement des équipes par nombre de victoires, devant notamment la Visma, devant Israël, devant la Jayco, devant l'Auto Destiny, notamment du côté des équipes belges. C'est même l'équipe belge qui a le plus gagné. Il a fallu l'an dernier que 24 jours à cette équipe pour remporter une course qui est, je dirais, dans la moyenne plutôt basse, mais c'est jamais une équipe qui a eu des difficultés pour remporter sa première victoire. Il faut bien très clairement le dire. La pire saison pour eux, enfin la pire saison, c'est 2021, où il a fallu attendre 41 jours. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ces statistiques-là. Sinon, c'est souvent en début février donc, que cette équipe gagne, ou en janvier, dans d'autres cas. Au niveau des autres victoires, enfin au niveau des victoires, c'est une équipe qui avait donc
8 vainqueurs différents. Donc c'est derrière la Bahreïn, derrière Alpecin, derrière la Visma, derrière la Lotto par exemple, qui avait plus de vainqueurs différents, derrière Israël. Donc on voit des équipes qui pourtant avaient moins de victoires mais plus de vainqueurs différents. Donc on voit qu'elle est quand même dépendante notamment de Merlier, de Remco Evenepoel et un petit peu aussi de Paul Magnier. Et puis le nombre de victoires World Tour de cette équipe, eh bien elles sont au nombre de 13, ce qui est juste derrière la Lidl Trek et Alpecin et Visma. Il y a 5 victoires de décalage par rapport à Visma et 2 par rapport à la Alpecin. Et en termes de points Pro Cycling Stats, donc les points Pro Cycling Stats, c'est les points qui sont basés sur les 100 meilleurs résultats du côté des hommes de cette formation. Eh bien, 6969 points, alors c'est moins bien qu'en 2023 où c'était 7006, mais c'est mieux qu'en 2022, voilà en termes de points du côté de cette formation. On regarde tout de suite les transferts du côté de cette équipe, pas mal de changements là aussi, des gros changements avec le départ des 2 gros salaires, Julien Alaphilippe pour la Tudor et Casper Asgreen pour la EF. Le départ également de Gianni Moscon qui n'est resté qu'1 an et qui va du côté de la Red Bull. Fausto Masnada qui rejoint Astana, il était là depuis quelques temps, Masnada depuis la Covid. Et puis Jan Hirt qui a fait du bon boulot et qui rejoint désormais Israël. Et parmi les arrivées du côté de cette formation, eh bien, on a Maximilian Scharmann, qui était à la Bora, Ethan Etter, qui était chez Ineos, Dries Van Gestel, le Belge qui était à Total Energy, consécration pour lui d'aller dans cette formation. Il va essayer de faire des belles performances sur les classiques flandriennes. Van Gestel, Pascal Encorn, du côté de la Lotto Destiny, Valentin Paré-Pinte, du côté de la Decathlon H2R, la mondiale, Gianmarco Garofoli, qui était dans l'équipe Astana, et puis Andrea Raccani Noviero, qui était dans l'équipe de développement, ce coureur italien de 20 ans, qui a notamment remporté l'an dernier, il n'a pas remporté, pardon, il a fini 3e, de Gand-Wevelgem chez les jeunes. Il avait fait 3e également du Tour des 100 communes et 2e d'une étape du Baby Giro. Voilà. Champion d'Italie, espoir également du chrono. Voilà, du côté du palmarès de ce coureur italien qui a donc rejoint l'équipe de développement en 2023, qui a fait 2 saisons en équipe de développement et qui a un contrat désormais de 3 ans. C'est une équipe, donc l'effectif 2025 de cette formation. Soudal Quick-Step est la 10e équipe la plus jeune du World Tour, donc on est en milieu de paquet, à égalité avec Alpecin de Koenig. 26 ans, 8 de moyenne d'âge, voilà, du côté de cette formation. Et si on regarde l'effectif, eh bien, quand on regarde attentivement au niveau de l'âge, le plus vieux coureur, c'est Peter Serry qui a 36 ans et 60 jours. Le plus jeune, c'est Paul Magnier qui a 30 ans, qui a 20 ans, pardon, et 281 jours. Et si on regarde, eh bien, dans cet effectif, vous avez pas mal de coureurs qui ont moins de 25 ans, la moitié de l'effectif a moins de 25 ans, avec beaucoup de coureurs qui ont moins de 23 ans. Je pense à Reindering, qui a été très intéressant, Garofoli, Le Serre, Gil Guiders, Lampertis, Fresek, Raccani et Paul Magnier. Et puis 2 coureurs qui ont 35 ans ou plus, Mikel Landa et Peter Serry. Et ils sont 10 à avoir 30 ans ou plus. Donc en fait assez peu de coureurs qui ont entre 25 et 30 ans dans cet effectif. On garde quand même 2 grosses têtes d'affiche. Je dirais qu'on perd 2 gros salaires, mais qui n'avaient pas forcément le rendement aussi bon que leur coût. Et puis, bien, on arrive à garder les jeunes pépites, je dirais, comme Lamperti, comme Paul Magnier. Et on a des coureurs qu'on recrute qui peuvent être intéressants dans le futur. Je pense notamment à un petit Ethan Etter ou un Valentin Paré-Pinte. Et on va regarder tout de suite avec les coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, du côté de cette formation, on commence avec Remco
Evenepoel, Remco Evenepoel, eh bien oui, double champion olympique. Ça déjà, je rappelle que ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du côté de Remco Evenepoel. Bah, ça fait partie des ogres du peloton aujourd'hui, Remco Evenepoel. Notamment sur les courses d'un jour où il est quand même extrêmement fort. Il va faire la Flèche Brabançonne cette année dans son programme. Donc voilà, où il se testera un petit peu avec des pavés sur la Flèche Brabançonne. Et puis l'objectif du côté de Remco Evenepoel, qui va reprendre très tardivement, je rappelle à cause de sa chute provoquée par un véhicule de la Poste belge, eh bien ça va être d'être présent sur le Tour de France et de réussir à faire aussi bien, en sachant que quelques coureurs vont peut-être doubler Giro Tour. Ça pourrait lui donner des opportunités de reprendre très tardivement. Le seul problème de Remco, c'est qu'il va reprendre juste avant les classiques ardennaises. Ça va être un petit souci du côté de son calendrier. Mais voilà, Remco, ça reste l'une des stars du peloton. Et puis son année 2024, bon, il n'y a pas grand-chose à jeter. Plus de 6000 points aussi, UCI quand même. Donc s'il n'y avait pas eu Pogacar, en gros, c'était lui la tête d'affiche de la saison. Et puis ce titre olympique et champion du monde sur le chrono, ce titre olympique également sur la route, ce doublé inédit au championnat du monde, même s'il se rate un peu sur la course sur route, il se rate en faisant 5e, faut quand même se rappeler, 2e de Lombardie, mais face à un Pogacar qui était intouchable. Donc non, super saison pour Coco, Remco Evenepoel, donc j'espère qu'il va reproduire la même chose. Mais c'est vrai que cette blessure, cette chute, va l'handicaper, et j'espère qu'elle ne va pas trop perturber son début de saison à Remco Evenepoel. Ça serait un peu dommageable. Deuxième coureur à suivre, une jeune pépite française qui est dans sa 2e année avec cette formation. Paul Magnier, c'était déjà un coureur à suivre l'an dernier parce qu'il arrivait de la Trinity et on sait que cette formation a toujours eu des belles pépites à l'intérieur. Il a gagné quasiment d'entrée, Paul Magnier, c'est-à-dire dès les Trofeo Palma de Majorque. La 2e année, c'est pas facile, c'est la confirmation, et puis avec des ambitions du côté de Paul Magnier, notamment avec cette découverte des classiques flandriennes, où il voudra performer sur ces courses-là. Découverte également de Milan-San Remo aussi. Donc un calendrier de courses beaucoup plus fourni au niveau des courses World Tour. Giro d'Italia également, et là on le suivra avec attention sur le Tour d'Italie, Paul Magnier. Mais ouais, il y a une ambition qui est différente, c'est l'an 2, et on essaye de muscler son jeu. Pour ce coureur qui l'an dernier avait quand même eu en plus une période où il avait pas mal couru chez les espoirs. Il avait eu à la fois un calendrier World Tour et à la fois un calendrier avec l'équipe Quick-Step, à la fois des épreuves espoirs avec la réserve de la Quick-Step, notamment Circuit des Ardennes, Baby Giro, c'était avec la réserve. Et la fin de saison c'est fini quand même, bon certes sur une chute, mais quand même sur une performance assez incroyable sur le Tour de Grande-Bretagne. Il n'a pas couru donc depuis septembre, donc on verra déjà ça sur l'étoile de Bessèges, parce qu'il sera sur l'étoile de Bessèges. Il y aura du beau monde sur l'étoile de Bessèges. De ce que je vois, on va avoir vraiment un sacré niveau sur cette épreuve. Et puis ensuite, il voudra être performant sur les classiques flandriennes, notamment le Nieuwsblad, également le Samin, au mois de mars. Et puis à travers la Flandre également, et surtout Milan-San Remo, qui sera un objectif avec pas mal de courses en Italie. Tirreno, Milan, Giro d'Italia pour Paul Magnier. Mais on sait qu'il a beaucoup de talent, 2e de la Bretagne classique aussi, Paul Magnier. Donc il a déjà été performant sur une course de 260 bornes. Donc ça aussi, ça cause un petit peu du côté du français. Mais moi qui m'avais vraiment marqué en 2023 sur le Tour du Limousin, où je vous en avais beaucoup parlé sur le Tour du Limousin qu'on avait suivi en 2023, on ne l'a pas suivi en 2024 pour cause des Jeux Olympiques, et il y avait les Paralympiques et tous se chevauchaient un petit peu. Mais il avait été impressionnant sur cette course. Et puis je trouve que sa première année chez les pros a vraiment été, en World Tour, a été vraiment impressionnante. Et on sent que c'est un coureur qui était déjà prêt, grâce aussi à son passage, je pense, chez Trinity. Mais c'est un coureur qui est arrivé prêt en World Tour. Et ça, normalement, c'est plutôt annonciateur
de grands résultats. Puis moi, je me dis quand même qu'il avait des qualités, alors qu'on a peut-être moins vu chez Quick-Step, mais il avait des qualités pour passer les bosses, Paul Magnier. Et ça, il va falloir le suivre, je pense notamment à Milan-San Remo, mais également sur d'autres épreuves où ces qualités-là pourraient vraiment être très intéressantes du côté de la Quick Step, avec vraiment un mec qui a une grosse pointe de vitesse et qui sait passer les bosses. Donc on va voir voilà ce que ça va donner Paul Magnier. Mais très, très hâte de le suivre. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le suivre du côté de Paul Magnier, parce que je pense qu'il peut être vraiment très costaud. Troisième coureur, Tim Merlier. Hein. Oh l'an dernier, Tim Merlier, ça a quand même été affolant et impressionnant. Hein. Le nombre de résultats qu'il a eu, ça a vraiment été une très très grande saison. Lui qui a 32, c'est ça il a 32, mais particularité par rapport à Arnaud Démare, c'est qu'il a mis du temps avant d'arriver parmi les élites du cyclisme. Il a mis beaucoup de temps. C'est un coureur qui est passé notamment par l'équipe réserve de la Sunweb, mais voilà, qui est passé par beaucoup de formations Conti, sans avoir vraiment des grands résultats. Et ça a mis en fait beaucoup de temps avant qu'il arrive à exprimer son talent. Moi, je trouve que l'année dernière, ce qui m'a vraiment marqué sur sa saison, c'est qu'on considérait que Tim Merlier, c'était un coureur de première étape de Grand Tour, et qu'au bout de 4-5 jours, il n'était pas en capacité de gagner. Il a montré tout le contraire l'an dernier sur le Giro. Il fait une très belle troisième semaine. Il aura des regrets même. C'est son déclassement. Son déclassement lui coûte très cher au final dans sa bagarre face à Jonathan Milad. Et puis, il aurait pu s'arrêter après le Tour d'Italie, mais il a fait un très grand... des championnats d'Europe où il domine le sprint ce jour-là. Alors que pourtant il y avait un peu de cartes du côté de la Belgique. Il finit fort avec 3 victoires quand même au mois de septembre, performant également sur le Tour de Pologne, sur le Tour de Belgique. Il y a un moment, j'avais même dit c'est presque regrettable de ne pas l'emmener sur le Tour de France, parce que je pense qu'il aurait été en capacité également d'avoir des résultats sur le Tour de France. Bon, le problème, c'est qu'étant donné qu'il y avait Remco Evenepoel, on ne pouvait pas jouer 2 cartes à la fois, mais c'est vrai que si Remco Evenepoel n'avait pas pu faire le Tour de France, Tim Merlier aurait pu être une belle carte de secours pour avoir des résultats. L'an prochain, objectif Tour de France en 2025. Et puis objectif est quasiment classique flandrienne. C'est vrai que c'est un coureur, moi j'ai toujours été surpris, parce que quand tu le vois gagner quand même Nocquereux, où il y a des pavés Nocquereux, son sprint sur les pavés où il est toujours dominateur, je me suis toujours dit, je comprends pas pourquoi sur Paris-Roubaix ça n'a jamais vraiment marché jusqu'à maintenant sur cette épreuve. Donc là on va le voir sur Paris-Roubaix. On va le voir sur Paris-Roubaix, on va le voir sur Kurn également, donc plus de classiques flandriennes au programme de Tim Merlier. Parce que c'est vrai que ça m'a toujours surpris que ce coureur-là n'ait pas plus de résultats sur ces épreuves, alors que il a les qualités pour. Très clairement. 4e coureur à suivre, Ilan Van Wilder. C'est une année du côté d'Ilan Van Wilder. Pour moi, c'est l'année risquée pour Van Wilder. 2023, super dernière partie de saison. Il gagne les 3 Vallées Varesines, il gagne le Tour d'Allemagne. Il voulait vraiment montrer à son équipe que c'était pas normal qu'on ne l'ait pas sélectionné sur certaines courses. Et surtout, il voulait avoir un statut de leader. Sauf que quand on regarde sa saison 2024, c'est moins bien. C'est pas catastrophique, il fait 4e de l'UAE Tour. Il est là également sur les courses à Palma de Majorque. Tour de Romandie, il est présent aussi. Mais il a manqué ce petit plus en termes de résultats, où on se dit à ce moment-là, oui, il est en capacité de jouer sa propre carte. Et pour moi, en 2024, il est dans une situation à risque. Pourquoi Ilan Van Wilder? C'est que ça fait quand même depuis quelques années qu'il est chez Quick-Step, et il est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que, est-ce qu'il doit rester chez Quick-Step, mais en sachant qu'il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'opportunités pour lui, mais potentiellement si, parce que Michael Landa ne va pas être éternel non plus. Ils ont pris quand même un concurrent qui a le même âge que lui, qui est Valentin Paré-Peintre.
Et ben, on se retrouve à avoir deux coureurs, à avoir des qualités similaires. Et oui, bah forcément, on va les comparer, surtout qu'ils ont vraiment le même âge, avec Valentin Paré-Peintre, et qu'il est en dernière année de contrat, surtout, du côté de la Soudal Quick-Step. Donc, il est dans une situation, c'est vrai qu'il est un peu à croiser des chemins. Est-ce qu'il doit changer d'équipe? Mais pour aller où? Parce que pour moi, c'est pas un équipier. Ilan Van Wilder, c'est un numéro un. Mais quelles équipes peuvent lui donner l'opportunité d'être numéro un sans être complètement esselé non plus dans une formation? Donc ça, c'est à lui de réfléchir. Moi, je pense qu'il peut être numéro un parce que je me souviens de son Giro il y a 2 ans où sa fin de Giro est vraiment impressionnante alors qu'ils sont plus que 3 dans l'équipe. Mais il a jamais fait top 10 d'un grand tour pour le moment non plus, Ilan Van Wilder. Donc ouais, là, il est vraiment à la croisée des chemins et cette année 2025 va être très importante parce que très importante pour la suite de sa carrière et très importante aussi pour se montrer auprès d'autres équipes qui pourraient être intéressées par Van Wilder. Moi, je me dis par exemple une Groupama FDJ, ça peut être une équipe intéressée aujourd'hui. Parce que pour moi, ils n'ont pas remplacé Lenny Martinez, par exemple. Il y a Guillaume Martin, mais je me dis que ça peut être un coureur quand même où Van Wilder peut-être plus talentueux que Guillaume Martin. Mais d'autres équipes pourraient être intéressées par Ilan Van Wilder. Donc on va suivre ça attentivement parce que ça pourrait être un des animateurs du marché des transferts. Valentin Paré-Peintre, qui change d'équipe, il est passé de Decathlon à Soudal, pur produit Decathlon. Il était passé par l'équipe U19, puis l'équipe U23, puis l'équipe Elite. Il quitte Decathlon sur une dernière saison qui a été bonne jusqu'au Tour d'Italie. Après, ça a été un peu plus compliqué, notamment sa Vuelta, où il a eu du mal à enchaîner les 2 grands tours, mais ça a été jusqu'à maintenant sa meilleure saison en carrière. Il a dit, mon objectif c'est d'être dans un premier temps un bon équipier, notamment il soutiendra Mikel Landa sur la première partie de saison, ça sera son job. Et puis après il a dit pourquoi pas avoir mieux sur la deuxième partie de saison, mais voilà, il faut qu'il prenne ses marques. Il est passé d'une équipe française à une équipe étrangère, donc parfois il peut y avoir la barrière de la langue. J'espère qu'il n'a pas fait la même erreur que Cavagna, j'espère qu'il maîtrise l'anglais. Cavagna a l'erreur de ne pas maîtriser totalement l'espagnol. Mais c'est sûr que ça peut être compliqué à gérer. Il est sans son frère, donc là aussi, il était habitué à courir dans la même équipe que son frère. C'est vrai qu'Aurélien l'a dit, ça lui a fait tout drôle, mais ça peut faire également tout drôle à Valentin Paré-Peintre. Et puis avec plus de pression sur les épaules. L'année dernière, c'était l'année de la révélation, on va dire, du côté de Valentin Paré-Peintre. Là, il va falloir confirmer déjà. Mais surtout, on va demander, il va y avoir plus de pression sur les épaules, Valentin Paré-Peintre, chez Soudal Quick-Step. Donc il va falloir gérer ça. Contrat de 2 ans avec l'équipe belge. Alors, du côté de l'équipe belge, chez Julien Alaphilippe, ça s'était bien passé. Sylvain Chavanel, Jérôme Pinault. Chavanel et Jérôme Pinault, ça s'était bien passé aussi. Pour le moment, Paul Magnier, ça se passe bien. Plus compliqué du côté d'Antoine Huby. Un peu plus discret, mais c'est une équipe qui a plutôt su accueillir les coureurs français convenablement. Richard Virenque au tout début. Même en 2003, donc je dirais que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème du côté de cette formation avec Valentin Paré-Peintre. Donc s'il n'y a pas de souci, eh bien, on suivra attentivement le coureur qui démarrera à Oman sa saison. Il sera présent sur le Tour d'Oman. Il y aura qui même au Tour d'Oman? Est-ce qu'on sait déjà qui y aura autour de lui chez Soudal Quick-Step? Peut-être pas. On nous met Ethan Etter. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais ça sera un coureur à suivre sur le Tour d'Oman. Valentin Paré-Peintre pour voir son état de forme. Et puis je termine du côté des coureurs à suivre avec Ethan Etter, champion de Grande-Bretagne. Ethan Etter, il était plus on sentait que chez Ineos l'an dernier, ça faisait, ça faisait depuis 2 saisons, si tu regardes bien, où c'était un peu compliqué. Parce que Ethan Etter, c'est un coureur qui est atypique. C'est un coureur déjà qui
qui en termes de concentration a parfois des sauts de concentration. C'est un coureur qui est souvent à l'arrière du peloton. Alors ça, les équipes professionnelles aujourd'hui, un coureur qui traîne à l'arrière du peloton, c'est pas forcément ce qu'elles affectionnent. Et puis c'est un coureur qui a un profil qui est assez particulier, c'est-à-dire que très bonne pointe de vitesse, mais pas suffisante pour aller chercher par exemple des Binyam Girmay. Il est moins rapide qu'un Binyam Girmay. Donc il a un peu, géré en termes de pointe de vitesse, un peu le même problème que Corbin Strong. Il est plus rapide que lui. Pas mauvais puncher grimpeur, mais c'est pas non plus un coureur qui est capable de changer de rythme violemment. Ce qui pour un coureur puncher est pas top. Et puis en termes de montagne, en haute montagne, il n'est pas là non plus, Ethan Ether. Donc on a du mal à savoir quel est vraiment son profil de course. Je dirais que pour moi c'est l'Amstel qui lui correspond le mieux, sauf que c'est vrai que chez Ineos il était barré par Pidcock. Et sur ce profil-là de coureur, il était barré par Pidcock. Donc comme normalement l'an dernier Pidcock devait poursuivre, il s'est dit je vais changer d'équipe. Moi je me dis que je me demande ce que ça va donner Ethan Ether. C'est un coureur que je vais suivre parce que je sais pas ce que ça va donner, mais je me dis ça va peut-être pas être dégueulasse quoi, Ethan Ether l'an prochain. Ah, je me dis il y a peut-être quelque chose à jouer, voilà, pour Ethan Ether. Donc c'est pour ça que je vais le suivre attentivement l'an prochain, le coureur britannique. Allez, on regarde tout de suite du côté de cette formation le maillot. Le maillot change, je trouve, avec toujours une dominante de bleu, on va dire, mais avec un dégradé sur le bas que je trouve assez intéressant. Surtout, ça change par rapport à d'autres formations, ce dégradé. C'est intéressant parce que on va pas le confondre avec le maillot de la Lidl Trek ou avec le maillot de la Groupama. Voilà, il y a cette arrivée du blanc sur le maillot qui va être intéressant. Je trouve aussi qu'ils ont un peu réglé le problème des sponsors sur les manches, parce qu'à une époque c'était un peu le bordel au niveau des manches, au niveau des sponsors, et je trouve qu'ils ont réglé ça. Donc maillot intéressant, le maillot de la Soudal Quick-Step. Voilà, je trouve. Et je trouve que ça apporte du changement à ce maillot, ces petites bandes blanches là, et que ça fait du bien, voilà, à ce maillot. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!